Bonjour à tous, merci beaucoup d'être, aussi nombreux pour, ce sujet sur le comportement, la cognition et le bien-être des ânes. Donc on va passer une demi-heure ensemble et je vais vous montrer ce que l'on les informations ou ce que l'on sait dans la littérature scientifique sur ces sujets-là. Pour me présenter rapidement, moi je suis éthologiste, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des animaux et je travaille donc à l'IFCE et dans une équipe INRAE. Allez, c'est parti. Donc, quand on regarde un peu, le nombre d'ânes dans le monde entier, en fait, on a environ 50 millions d'ânes qui sont répartis sur la planète et on va les retrouver principalement encore dans les pays en développement et dans ces pays-là, ils vont être, utilisés pour des travaux agricoles, pour des travaux de traction, de personnes, de marchandises et cetera. Et ce qui est intéressant, ce qui a été, remarqué dans une étude, c'est que dans certains pays où on avait une, mécanisation de ces tâches-là, les gens avaient tendance à se séparer des ânes qui possédaient et qu'on avait du coup des populations d'ânes féraux, c'est-à-dire des animaux qui retournent à l'état naturel, à l'état sauvage, assez importantes. Donc, on a aujourd'hui des populations d'ânes qu'on appelle férales, en fait, dans certains de ces pays-là, pour les ânes. En Europe, la situation est quand même différente parce que ce que l'on observe aujourd'hui dans les grandes, orientations pour les ânes, c'est que on a de plus en plus de demandes pour, les produits issus des ânes et notamment le lait, qui a encore une certaine consommation de viande, donc une partie des ânes sont abattus pour cette destination-là. Mais on a aussi beaucoup d'ânes qui vont être gardés comme animal compagnon, de loisirs, de travail et une implication de plus en plus importante dans les activités de médiation, animale. Alors, j'ai ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se baser sur un article qui a été publié il y a quelques années, enfin assez récemment, et qui a passé en fait en revue la littérature scientifique que l'on avait sur les ânes, qui a été publiée entre 1981 et 2020. Donc on a au total une 75 articles scientifiques, c'est-à-dire des articles qui sont parus dans des journaux où il y a eu des révisions par d'autres scientifiques. Et en fait, on a l'impression que c'est beaucoup, mais comparativement aux chevaux, c'est un nombre qui est très, très faible, surtout sur une période aussi importante. Néanmoins, on a quand même pas mal d'informations qui sont ressorties de ces études-là, de ces articles-là et donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. On va juste commencer par faire un focus sur le comportement de l'âne et ses spécificités, notamment par rapport au cheval. On va ensuite parler de la personnalité parce que c'est un sujet qui est, étudié pas mal chez l'animal et ça a aussi été le cas chez les ânes. On parlera ensuite de ce qu'on appelle les capacités cognitives, donc c'est l'intelligence en fait des ânes et puis on finira par le sujet du bien-être parce que, les ânes sont aussi concernés bien sûr par l'évaluation et l'amélioration, du bien-être. Alors en termes de comportement, donc ce qui ressort des études scientifiques qui est publié, aujourd'hui, c'est principalement des observations qui ont été faites sur les populations férales justement, donc ces populations qui sont, retournées à l'état naturel, à l'état sauvage. En fait, les ânes, c'est une espèce qui vit plutôt dans des zones, arides ou semi-arides ou des zones rocheuses. Vous avez, par exemple, des photos ici comme, on retrouve des populations férales à Chypre, par exemple, dans les Galapagos, dans la vallée de la mort aux États-Unis. Donc c'est des zones qui sont quand même, difficiles, en fait, en termes de conditions, climatiques et ce que l'on observe du comportement des ânes, c'est qu'ils ont, du coup, une très grande adaptabilité à ces zones qui sont, difficiles. L'âne est un animal diurne, c'est-à-dire qu'il va plutôt avoir un pic d'activité dans la journée, particulièrement au milieu du jour et après la répartition de ses activités au cours de la journée va être très dépendant donc du cycle jour-nuit, comme je viens de le dire, mais aussi beaucoup de la saison, beaucoup des ressources qui sont à disposition, notamment alimentaires, par exemple. Donc on a, certains chiffres, certaines études qui nous montrent que, par exemple, les taux d'alimentation vont être hyper variables en fonction, des ressources, de la saison et cetera. Ça peut aller de quelques heures par jour à, 14 à 16 heures par jour. Ça, c'est conforme à ce qu'on retrouve aussi chez les chevaux. La particularité, dans le comportement alimentaire des ânes, c'est qu'ils ont en fait un tout petit nez et alors comme le cheval, des lèvres qui sont extrêmement mobiles et en fait, ce physique-là leur permet de pouvoir sélectionner très précisément ce qu'ils vont manger et donc pouvoir, maximiser la qualité plutôt que la quantité. Ils vont se nourrir d'herbes, voilà, de végétaux qu'ils vont avoir à disposition, mais ils sont aussi capables de pouvoir, creuser pour, ingérer des racines, par exemple.
Le repos va être exprimé debout ou couché, avec pareil une très, très grande variabilité en fonction de la saison, de la température, du milieu, enfin de l'environnement et cetera. Ils vont avoir des comportements de toilettage soit seuls, soit avec des congénères, comme ce que l'on retrouve chez les chevaux et donc c'est entre un congénère, donc ça fait partie en plus d'avoir une fonction de toilettage, ça fait partie de renforcer les liens sociaux. On a aussi une forte expression des comportements de recherche de nourriture, d'exploration de l'environnement, avec une impression que les ânes, divaguent en fait, mais ils divaguent pas, ils sont en train de rechercher, des congénères, de la nourriture et cetera. Et puis sur les ânes domestiques, il y a eu, une observation assez intéressante qui a été faite plutôt dans les pays d'Europe, où en fait on s'aperçoit que les ânes vont rechercher des abris, donc soit naturels, soit artificiels, en particulier lorsque les températures vont baisser assez fort, donc autour de -10 degrés, à partir de -10 degrés, et qu'il va y avoir ou qu'il y a du vent et de la pluie et en fait, ils vont avoir plus tendance à chercher les abris que les chevaux. Et donc ce que l'on suppose, c'est que finalement leur capacité d'acclimatation aux environnements plus tempérés est plus difficile et peut-être plus voilà, ils sont peut-être plus sensibles à ce type de conditions climatiques que les chevaux. Alors sur le comportement social, c'est très intéressant et en fait, ils ont un comportement social très dépendant de leur espèce, c'est-à-dire qu'ils vont avoir différentes stratégies sociales en fonction de leur environnement de vie. Donc ce qui a été observé, c'est que dans des zones très assez difficiles, très arides ou très rocheuses, on va avoir des groupes qui sont assez peu stables, avec des liens entre les animaux qui se font, mais qui se défont aussi, assez facilement et en fait, ça s'explique par le fait que les individus n'ont pas d'autre choix que de se disperser pour pouvoir trouver des ressources alimentaires, s'abriter et cetera, donc pour pouvoir survivre, en fait. Ce que l'on observe aussi, c'est que les ânes, mâles vont défendre, un territoire, ce qui n'est pas le cas chez le cheval et qu'ils vont donc, utiliser ce territoire, enfin, ils vont se reproduire avec des femelles qui soit vont passer sur le territoire, soit qui vont vivre, à proximité, de lui. Dans des zones plus tempérées, on a, comme chez le cheval, des harems qui vont se former, donc un mâle entouré de quelques femelles et de leurs, petits. Par contre, le mâle va encore défendre son territoire, ce qu'on ne voit pas chez le cheval. On observe aussi des groupes de jeunes ou de très vieux, mâles qui peuvent se former, voire des paires aussi de jeunes animaux. En fait, on a donc une vraie plasticité dans l'organisation sociale chez les ânes et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des grandes généralités sur les tailles des groupes, sur les compositions des groupes. Globalement, les tailles vont être assez petites quand même, mais voilà, c'est peut être très, très variable en fonction du milieu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas une structure hiérarchique linéaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'âne A qui est dominant sur l'âne B, qui est dominant sur l'âne C. On n'a pas ça chez les ânes. Les relations de dominance, d'affiliation et cetera sont plus complexes que ça et en fait, elles dépendent pas uniquement de l'âge. C'est pas forcément un vieil animal qui sera dominant. Elles dépendent pas du sexe, elles dépendent pas du poids ou des comportements agressifs les relations de dominance. Donc c'est une structure très particulière à l'espèce qu'on ne retrouve pas de manière identique chez le cheval. Et une autre chose qui a été observée, qui est très intéressante, mais qui a été observée que chez les ânes domestiques, c'est on peut avoir des liens très forts qui vont s'établir entre 2 animaux. Alors surtout entre 2 ânes, mais ça peut être aussi le cas entre un âne et un cheval, par exemple. Et on ne sait pas vraiment pourquoi on observe ça chez les ânes domestiques et pas chez les ânes férods. Mais en tout cas, c'est une particularité vraiment de l'espèce. Alors, il y a une étude qui a observé le comportement comme ça d'un troupeau constitué de 4 ânes, 8 chevaux et 4 mules et qui a observé justement les relations de dominance ou au contraire les affinités, si l'ordre était très linéaire ou pas et en fait, ce qui est ressorti, c'est que donc tous ces animaux vivaient sur une même surface, hein, ils étaient sur une même pâture. Ce qu'on a observé, c'est que finalement, c'était les chevaux qui se retrouvaient en haut de la hiérarchie globale du groupe, que les mules venaient ensuite et que c'était à la fin les ânes qui arrivaient. Qu'au sein de chaque espèce, on avait donc une très forte linéarité justement chez les chevaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment, le cheval A qui est, dominant sur le cheval B, qui est dominant sur le cheval C et cetera. C'est un peu moins présent chez les mules et très peu présent chez les ânes, comme je vous ai dit juste avant.
et qu'en termes de comportement d'affinité ou de proximité spatiale, on avait quand même une préférence de chaque animal pour un autre congénère, de son espèce. Alors, le comportement des ânes a aussi été un peu étudié dans la manipulation ou dans la relation avec, l'humain. Il y a une série d'études qui a été publiée sur ça et en fait, ce qu'ont fait les auteurs, c'est qu'ils ont mis en place tout un tas de tests avec les ânes. Donc par exemple, passer, une surface, une bâche, voir regarder le comportement de l'âne à l'approche du vétérinaire ou à l'approche d'un autre congénère, ou regarder le comportement de l'âne lorsqu'il y a un son qui est diffusé, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, ils ont établi une forme, d'échelle de, réaction, de comportement que vous voyez à l'écran et qui va finalement au milieu des comportements de plutôt de relâchement où en fait l'animal est plutôt calme, en attente ou curieux, notamment par rapport à la surface, par exemple, où il y a des ânes qui vont montrer des comportements de manipulation de la surface ou en tout cas d'attention et cetera. Et que de part et d'autre de ces comportements plutôt, calmes, on avait plutôt des comportements caractérisés d'hyporéactifs, donc avec de l'indifférence, voire, non-réponse en fait à ce qui se passe dans l'environnement. Voilà, pas du tout de réaction, voire de l'attention sur quelque chose d'autre. Et puis à l'opposé, plutôt des comportements hyper réactifs. Alors ça va d'une réaction assez calme quand même, donc par exemple, voilà, ils vont approcher le test, mais d'une façon, calme ou un peu plus tendue et après on va aller vers les réactions plutôt de peur jusqu'à, la fuite ou le rejet, enfin le fait de ne pas vouloir avancer et cetera. Et en fait, dans cette grande population de 300 ânes, qui étaient dans différentes, structures avec différents âges et cetera, ce qui a été remarqué, c'est que la très grande majorité était finalement notée dans des attitudes calmes ou en attente ou curieux, donc c'est vraiment on est, sur le milieu de l'échelle là, comme je viens de vous le montrer. Mais qu'on avait quand même des effets assez intéressants, notamment un effet du sexe, c'est-à-dire que les mâles avaient plutôt tendance à avoir des scores plus élevés, donc ils avaient des comportements un tout petit peu plus hyper réactifs, enfin réactifs par rapport aux femelles, qu'on avait aussi un effet du système d'hébergement et c'est intéressant parce qu'en fait, on avait une augmentation de ces comportements réactifs à la fois chez des ânes hébergés dans des environnements que les auteurs ont qualifiés d'intensifs, donc des ânes, au box, donc isolés socialement, qui sont beaucoup manipulés par les humains et on avait aussi ce même résultat, au contraire, pour des ânes qui vivaient sur des environnements très, très extensifs et là, donc c'était des ânes qui, en fait, vivaient, en groupe à l'extérieur et qui voyaient l'humain, que pour les soins, vraiment, de base, quoi. On avait aussi un effet de la situation de test et donc avec quand même une expression une baisse des comportements, enfin une, hyporéactivité, dans certaines situations, notamment par exemple l'approche du vétérinaire et ça les auteurs ont suggéré qu'en fait, l'expression d'une émotion négative ou d'un stress chez l'âne peut quand même s'exprimer pas mal par l'immobilité et ça je pense si vous avez des ânes, je pense que tout le monde l'a déjà observé. Alors ils ont aussi pas mal basé leur étude sur, l'héritabilité, donc à quel point ces comportements se transmettent entre les générations et en fait, il y avait une certaine héritabilité des comportements, de justement d'immobilité, de retrait sensoriel et cetera. C'était d'une certaine façon pas mal transmissible d'une génération à l'autre. Cette, dernière étude, elle m'amène à parler de la personnalité parce qu'en fait, quand on parle de personnalité, on parle pour un animal, enfin pour un individu, on parle de l'ensemble de ses caractéristiques comportementales et ces caractéristiques comportementales, elles sont stables dans le temps et stables entre situations. C'est-à-dire que en fait, la personnalité d'un animal, il va y avoir une part qui est héritée de ses parents et une part qui va se construire, en tout cas dans le tout jeune âge de l'animal et notamment dans certaines périodes sensibles comme par exemple autour de la naissance, autour du sevrage. Mais une fois que l'animal va être adulte, chez le cheval, en fait, on commence à avoir une certaine stabilité de ses comportements, autour de 9 mois pour certains traits de personnalité
Donc une fois que la personnalité, elle s'est construite, elle va rester globalement stable dans le temps, toute la vie de l'animal et stable entre des situations qui se ressemblent. Par exemple, si un individu a peur dans une situation qui fait peur A, il y a de fortes chances qu'il ait aussi peur dans une autre situation qui fait peur, une situation B, par exemple. Alors, on peut évaluer la personnalité chez les chevaux, chez les ânes, au moyen de tests comportementaux spécifiques. Et ce qui est pas mal étudié en termes de traits de personnalité, c'est ceux que vous voyez à gauche là. Donc, on va pas mal étudier ce qu'on appelle l'émotivité, la peur en tout cas. La grégarité, donc c'est la capacité à pouvoir se séparer des congénères ou au contraire être très très proche des congénères. L'activité locomotrice spontanée, la sensibilité sensorielle, et puis tout ce qui est réactivité, proximité vis-à-vis des humains. Et en fait, on parle d'ensemble de caractéristiques comportementales quand on parle de personnalité parce que on ne peut pas juste juger de la personnalité d'un animal uniquement sur la peur, par exemple. On est obligé d'avoir un ensemble de caractéristiques pour évaluer correctement la personnalité. Et du coup, ici, vous avez un exemple d'une ânesse, par exemple, qui s'appelle Dune, et vous voyez, elle est caractérisée sur tous les traits de personnalité. Donc elle est peu peureuse, peu grégaire, peu active, un peu sensible et peu réactive vis-à-vis des humains. Donc on peut, voilà, caractériser la personnalité des animaux et des chevaux et des ânes en particulier grâce à des tests comportementaux. Il y a eu donc une étude qui a été faite, enfin qui a été publiée, très récemment sur l'évaluation de la personnalité de 242 ânes âgés de 1 an et la personnalité de ces ânes a été évaluée lors des concours d'élevage. L'idée, c'était de pouvoir caractériser la personnalité des ânes et de comparer cette personnalité à celle de jeunes chevaux de trait âgés de 1 an aussi. Et donc ce qui a été, étudié, c'est, le caractère émotif, la peur, en observant les comportements de l'âne pendant le toisage, en faisant un test avec un nouvel objet, en les faisant passer sur une surface inconnue et en faisant un test de soudaineté. Donc là, c'est, l'ouverture et la fermeture d'un parapluie, d'une façon, inopinée. Une évaluation de la grégarité, donc là, ça a été fait en observant les comportements lorsque l'âne est lâché dans un paddock seul, en herbe, le recensement des vocalisations et puis la sensibilité tactile qui s'évalue grâce à des petits instruments qu'on voit ici à l'écran, qu'on appelle des filaments de Von Frey et vous avez en fait une, tige en plastique avec au bout un petit fil en nylon, ici et ce petit fil en nylon, il va être appliqué perpendiculairement sur la peau, de l'âne et ce petit fil, il est calibré pour exercer différentes forces. Donc je vais vous présenter, les résultats, par rapport aux filaments qui ont été testés dans le cadre de cette étude. Si on fait la comparaison entre les résultats des ânes et les résultats des jeunes chevaux de trait, donc tous ces chevaux sont âgés de 1 an, ce que l'on voit, c'est que pour les tests qui se basent sur l'évaluation de la peur, de l'émotivité, les ânes vont moins bouger, vont vocaliser moins, vont se laisser mesurer plus rapidement, ils vont moins s'écarter du nouvel objet, avec les mâles un peu moins que les femelles. Les femelles vont avoir tendance à s'écarter un tout petit peu plus. Par contre, ils vont mettre plus de temps à poser un pied sur une surface inconnue et à manger, une nourriture qui est sur cette surface inconnue par rapport aux jeunes chevaux et donc on revient à cette idée que finalement la peur ou le stress chez l'âne va plutôt s'exprimer par de l'immobilité. En revanche, pour la soudaineté, il y avait pas de différence. Les réactions étaient assez peu élevées finalement pour les ânes et les chevaux, il y a pas de différence entre les 2 espèces. Pour, ce qui concerne la grégarité, les ânes vocalisaient quand même moins, se laissaient plus facilement rattraper à la fin du test et pour la sensibilité tactile, un résultat intéressant, c'est que finalement, les ânes ont répondu à des stimulations tactiles plus fines par rapport aux jeunes chevaux de trait. Et donc, ce qui a été testé là, c'était des filaments qui appliquaient des pressions de 0,02 grammes à 1 gramme, donc c'est extrêmement faible, alors que les jeunes chevaux de trait avaient plus tendance à répondre aux stimulations un tout petit peu plus élevées, donc qui allaient de 1 gramme à 50 grammes. Donc cette étude montre que finalement la sensibilité tactile des ânes serait plus importante par rapport aux chevaux. Dans une autre étude, c'est plutôt ce qui est la réactivité ou la proximité vis-à-vis des humains qui a été évaluée. Donc chez 47 ânes répartis dans 8 structures. Alors ce test-là, en fait, l'idée c'est d'avoir plusieurs étapes. Donc on va avoir déjà une observation du comportement lorsque un humain approche l'âne de face avec une attitude, calme, le bras un peu en avant et cetera, avec un pas par seconde, voilà. Ensuite, on va avoir la personne qui va faire le tour de l'âne en le touchant sur, l'encolure et la croupe
Et puis une observation pendant tout ça de la position de la queue, parce que c'est un indicateur qui est assez significatif chez l'âne. Et en fait, ce qui a été vu dans cette étude, c'est que globalement, on avait, la majorité des ânes qui n'exprimaient pas d'évitement, qui avaient une attitude soit neutre, soit positive, donc qui pouvaient rechercher le contact, par exemple. Alors il y avait à peu près 30 qui montraient quand même des comportements plutôt d'évitement. L'agressivité était assez peu élevée. C'était plutôt de l'évitement chez l'âne et avec une attitude assez subtile parce qu'en fait, c'était pas un évitement dans le sens où les animaux fuyaient vraiment de façon très forte, mais ça pouvait être simplement l'âne détourne la tête ou détourne le regard et cetera et donc ça, c'est déjà considéré finalement comme un évitement, du contact. Et puis je vous disais que cet, indicateur de la queue plaquée, il est assez significatif, chez les ânes et donc il a été pas mal observé aussi dans cette étude-là pour certains ânes. Et alors pour terminer, une étude sur les ânes qui sont plutôt là qui était vraiment orientée activité de médiation animale, donc 36 ânesses répartis dans 6 structures. Là pareil, il y a des tests comportementaux qui ont été faits pour évaluer la peur, donc l'émotivité, la sensibilité sensorielle et la réactivité vis-à-vis des humains. Et ce qui a été observé, c'est que en termes d'émotivité, donc avec les différents, tests qui ont été proposés, on avait quand même une très grande majorité qui marchait assez facilement autour de l'objet, qui marchait aussi sur la structure assez facilement, qui revenait manger aussi assez rapidement lorsqu'il y avait eu un événement soudain, donc pareil, c'était l'ouverture d'un parapluie. Que globalement les ânesses, là, c'était que des femelles, elles étaient assez peu réactives à des stimulations auditives, qu'on retrouve une sensibilité tactile assez importante parce qu'en fait, une grande majorité des ânesses réagissaient à des très, très petites stimulations sur le corps. On voit 0,6 à 0,16 grammes, donc c'est très, très faible et en particulier sur certaines zones, donc au niveau du garrot, du dos, des côtes et des postérieurs. Qu'il y avait quand même une recherche, du contact, d'un humain passif, donc un humain qui est immobile, qui fait rien. En fait, que surtout les jeunes ânesses allaient assez rapidement au contact d'un humain immobile, mais après avaient tendance plutôt à repartir faire leurs activités, alors que les ânesses plus âgées passaient plus de temps au contact de l'humain immobile et que la totalité des ânesses testées, en fait, se laissaient approcher très, très, rapidement. Donc, on a ici une forme de comment dire? De portrait de personnalité des ânesses utilisées pour, des activités de médiation, animale. Alors, on va passer à ce qu'on sait sur leurs capacités cognitives et vous allez voir que c'est assez restreint ce que j'ai à vous présenter parce qu'on a assez peu d'études. Chez le cheval, c'est aussi des sujets hyper récents, donc on a beaucoup plus d'études, mais il faut savoir que c'est des sujets d'études actuels, très actuels, donc c'est possible que pour les ânes aussi, on ait dans les prochaines années plus de travaux. Aujourd'hui, j'en ai simplement 2 à vous présenter, donc c'est pas beaucoup. Et il concerne surtout ce qu'on appelle la cognition spatiale et physique, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce que les ânes comprennent de leur environnement, comment ils se repèrent dans l'espace, est-ce qu'ils arrivent à différencier des quantités, enfin voilà, vraiment ce qui va concerner plutôt l'environnement de vie. On va pas parler de la cognition sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils comprennent de leurs congénères, parce qu'en fait on n'a pas, d'éléments, sur ça pour l'instant. Donc la première étude que je vous présente, c'est sur la mémoire de travail, donc c'est la mémoire à court terme, en fait. Et un des tests assez classique qui est réalisé pour évaluer ça, c'est en fait d'avoir dans une structure de test, ici dans une aire de test, on va avoir donc, 2 panneaux et puis on va cacher de la nourriture derrière un des panneaux, avec donc l'âne qui va regarder la situation et on va retenir l'âne pendant des délais, différents pour voir jusqu'à quel point il se souvient que la nourriture est cachée d'un côté ou de l'autre. Et donc là, les 2 délais qui ont été testés, c'était 10 et 30 secondes. Et donc pour ces 8 ânesses, donc c'est une petite étude, il y a un petit effectif, mais quand même, les ânesses ont réussi pour les 2 délais à, retrouver le seau de nourriture, au-delà de la chance, donc c'était pas du hasard. C'est-à-dire qu'elles arrivent en fait à encoder, garder en mémoire et retrouver la localisation d'une cible après avoir perdu le contact visuel. C'est intéressant parce que chez le cheval, on est plutôt autour de 10-15 secondes de mémoire de travail et en plus, cette mémoire de travail chez le cheval, elle va avoir tendance à baisser lorsque les animaux sont stressés. Donc on pourrait dire que la mémoire de travail des ânes est peut-être un peu plus performante que celle des chevaux.
Une autre capacité, cognitive, qui est testée, c'est via un test qui s'appelle le test du détour. Alors je pense que vous connaissez tous cette situation du petit dessin qu'on voit en bas à droite de la diapositive, où en fait on voit un cheval qui veut rejoindre son groupe et puis on a l'impression qu'il comprend pas que en fait la porte elle se situe plus loin et qu'il donc en fait il doit faire un détour. Il peut pas passer directement à travers la clôture ou au-dessus pour pouvoir rejoindre ses congénères. Donc c'est un test, assez classique qui est refait, en situation expérimentale, on l'appelle le tâche du détour et donc dans cette étude, il y a eu la volonté de comparer justement les ânes, les chevaux et les mules sur cette capacité cognitive. Donc ce qui est fait, c'est que on va avoir donc l'animal, ici et puis, une clôture avec une porte et un seau de nourriture. Donc au début, il y a pas de clôture, voilà, il y a pas d'élément ici. L'animal sait qu'il y a une nourriture dans le seau, puis on va mettre un détour, on va l'obliger à faire un détour et en fait, ce que l'on voit, c'est que il y a plusieurs essais qui ont été réalisés et donc on voit que ce sont les mules qui finalement ont réussi plus rapidement. En 10 secondes en moyenne, elles parvenaient à trouver la porte et à retrouver le seau de nourriture et donc ce temps était plus élevé. Ils y arrivaient aussi, hein, les ânes et les chevaux y parvenaient aussi, mais ils mettaient plus de temps, avec à peu près le même temps, une trentaine de secondes pour les ânes et les chevaux. Souvent, ce qui est fait aussi, c'est, pour évaluer la flexibilité cognitive, on va changer la porte de côté au bout d'un certain temps. Et là, les ânes se distinguent dans le sens où ils vont mettre plus de temps, par rapport aux chevaux et aux mules à comprendre le changement. Mais en fait, il y a une petite subtilité quand même, c'est qu'ils font même s'ils mettent plus de temps, c'est eux qui font le moins d'erreurs ce qu'on appelle des erreurs de persévération. C'est-à-dire aller du mauvais côté et puis faire le tour et retrouver le bon saut. En fait, ils vont mettre plus de temps, mais ils vont plus directement aller au saut. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que finalement, peut-être qu'ils vont se déplacer plus, lentement, mais en attendant, ils vont quand même réussir la tâche et ils vont pouvoir inverser, enfin, ils vont avoir une flexibilité cognitive sans doute peut-être plus performante que les chevaux. Et alors, en fait, dans cette étude-là, finalement, ce sont les mules qui vont réagir, enfin, qui vont réussir le plus rapidement et ça a été aussi montré dans une autre étude où là, les animaux devaient apprendre à faire la différence entre des symboles et de nouveau, ce sont les mules qui ont appris le plus rapidement et donc on parle de vigueur hybride. En tout cas, dans ces 2 tâches, c'est ce qui a été, c'est ce qui a été observé. Et pour terminer, donc on va parler du bien-être. Quand on parle de bien-être, on parle de l'état mental et physique d'un animal et bien sûr, quand on parle de bien-être, cet état mental et physique, il va être positif. Quand on parle de mal-être, cet état mental et physique va être négatif. Et pour être en état de bien-être, l'animal doit pouvoir satisfaire ses besoins physiologiques, ses besoins comportementaux, ses attentes par rapport à son environnement. En fait, vous savez, on dit souvent que les animaux vivent dans le présent. C'est pas totalement vrai parce qu'en fait, ils ont certains souvenirs d'expériences qu'ils ont vécues. Ils sont capables d'anticiper des choses qui vont arriver. Donc il y a quand même une certaine, voilà, dans l'état de bien-être, il y a quand même cette idée de pouvoir satisfaire des attentes pour un futur proche, en tout cas. Et ce qui est important, c'est que quand on parle de bien-être, on parle vraiment de l'état de chaque animal. Parce que chaque animal, il va évaluer sa situation en fait, d'une façon qui lui est totalement propre et c'est lui qui va juger finalement si sa situation, s'il perçoit cette situation d'une façon positive ou pas. Donc ce graphique-là, enfin cette photo-là, elle résume ce que je viens de vous dire et donc on peut vraiment avoir un continuum entre du mal-être et puis, du bien-être. Dans toute la science du bien-être animal, en fait, une des questions primordiales, c'est de pouvoir l'évaluer, cet état de bien-être, parce qu'on voit que c'est quand même un état complexe, qui finalement mélange des émotions, un état mental et puis un état physique. Et donc pour faire ça, il y a eu la recherche d'indicateurs qui permettent d'évaluer le bien-être ou le mal-être. Et ces indicateurs, ils vont être soit dans le comportement, l'observation du comportement, ils vont être aussi dans l'état physiologique et puis dans la santé. Et ça, ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qu'on appelle centrés sur l'animal, c'est-à-dire ce sont eux qui sont le reflet le plus direct de l'état de bien-être ou de mal-être de l'animal. En complément, on va aussi avoir des indicateurs plutôt sur le milieu de vie de l'animal et la façon dont il est géré et donc ça, c'est plutôt ce que l'on va évaluer, c'est la bientraitance, c'est-à-dire
est-ce qu'on met l'animal dans des bonnes conditions pour qu'il puisse satisfaire ses besoins physiologiques, ses besoins comportementaux et ses attentes, d'accord? Il y a une petite différence avec le bien-être où vraiment le bien-être, c'est l'état de l'animal. Il y a eu plusieurs protocoles d'évaluation du bien-être des ânes qui ont été proposés dans la littérature scientifique avec différents types d'indicateurs. Souvent, on a des indicateurs centrés sur les animaux, c'est les plus importants, mais aussi des indicateurs sur le milieu de vie, la gestion. Je vais vous parler d'un protocole parce que c'est celui qui s'applique plutôt à nos populations, en Europe. Mais il faut savoir qu'il en existe d'autres, juste notamment dans les pays en développement, où on va pouvoir évaluer les animaux dans leur situation de travail. Mais c'est pas cela dont je vais vous parler, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du protocole Awin, Donkey. Donc, c'est un protocole en fait, c'est un projet européen, qui a été mené sur différentes espèces pour créer des protocoles d'évaluation du bien-être et donc l'âne a été inclus dans ces espèces-là et dans la structure du protocole, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à tout ce qui tourne autour de l'alimentation, tout ce qui tourne autour de l'hébergement, tout ce qui tourne autour de la santé et tout ce qui tourne autour des comportements de l'espèce, des comportements entre les ânes et de la relation humain-animal. Pour chacun de ces grands principes, on va avoir des critères qui sont déclinés et chaque critère va être évalué grâce à des indicateurs. Donc par exemple, pour l'alimentation adaptée, on va avoir l'évaluation de la note d'état corporel. L'abreuvement va être évalué avec le test du pli de peau et regarder s'il y a de l'eau à disposition. On va aussi avoir des observables sur le repos, le confort thermique, la présence de blessures, de maladies, de douleurs, l'expression des comportements sociaux, la relation humain-animal et l'état émotionnel positif et l'expression de stéréotypies, donc ce sont des comportements anormaux qui sont indicateurs d'un état de mal-être. On va pas regarder tous les indicateurs. Le protocole est accessible librement, donc vous pouvez le trouver, sur internet, il y a pas de souci. Là, je vais vous présenter quelques indicateurs, du protocole, surtout ceux qui sont centrés directement sur les ânes, parce que c'est ceux qui sont quand même les plus intéressants, enfin les plus importants. Donc ici, vous avez pour évaluer la note d'état corporel, ce que l'on va faire, c'est, observer et palper les zones de gras à différents sites, donc au niveau de l'encolure, sur le dos, la croupe et derrière la fesse et au niveau des côtes, et donc pour chaque site, il va y avoir une note qui va être émise et vous voyez, on arrive à la fin à une échelle qui va en fait du score de 1, donc c'est le condensé de toutes les zones, hein. Score de 1 où l'animal va être très, très maigre, score 5 où il va être très gras et donc l'idéal se situe au milieu avec un score de 3. Pour, l'évaluation, par exemple, des conditions d'hébergement, un indicateur qui va être intéressant, ça va être évaluer le stress thermique, donc soit au chaud, soit au froid. En signe de stress thermique de chaud, vous allez avoir, l'hyperventilation, la transpiration profuse, l'abattement et en signe de stress thermique de froid, vous pouvez avoir des animaux prostrés, qui ont une fréquence respiratoire qui va diminuer, voire des tremblements et cetera. Pour tout ce qui va être évaluation de la santé, on a par exemple toute l'observation de ce qu'on appelle l'altération des téguments. En fait, les téguments, c'est les différentes parties du corps et donc là, on va relever, ben, les alopécies, donc c'est les pertes de poils, les lésions de la peau ici qui sont plutôt superficielles et les blessures qui sont, plus prononcées, les gonflements et donc ça sur toutes les parties du corps. Et puis pour, la grande catégorie des comportements de l'espèce, on va avoir tout ce qui concerne, les possibilités d'interaction sociale puisqu'en fait, on peut entendre que les ânes n'ont pas besoin de congénères, en fait, c'est pas vrai du tout et on l'a vu au début avec le comportement social. Et donc, on va noter si dans l'environnement de vie, les ânes peuvent avoir la possibilité d'avoir des contacts avec d'autres ânes et quel type de contact? Est-ce que c'est juste une observation visuelle ou est-ce que vraiment il peut y avoir des vrais contacts physiques? Donc ça va être, pris en compte. Alors il y a eu, en utilisant ce protocole, il y a eu, une étude qui a été publiée pour faire un état des lieux de quels indicateurs étaient, plutôt bons ou moins bons dans des populations, d'ânes domestiques. Donc là, il y a eu presque 300 ânes qui ont été évalués dans 20 structures en Italie et en Angleterre avec différents les ânes faisaient différentes activités et en fait, les 3 indicateurs qui ressortaient le plus, c'était par rapport à la note d'état corporel où on avait un quart des ânes qui étaient plutôt considérés en surpoids, des enjeux autour de l'entretien des pieds aussi et de la relation humain-animal avec
un certain nombre d'ânes qui, exprimaient ces comportements d'évitement, à l'approche d'un humain. Et donc, dans le sujet du bien-être, il y a aussi bien sûr, la douleur. Alors la douleur, c'est un sujet assez compliqué. En fait, on parle une douleur, c'est une expérience à la fois sensorielle et à la fois émotionnelle, qui est bien sûr négative et qui est soit associée à une lésion, soit qui ressemble à celle associée à une lésion. Donc ça, c'est la définition en fait d'une association, l'Association internationale pour l'étude de la douleur chez les animaux. Je vous ai mis le lien, vous pouvez aller voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de définitions, d'informations sur comment on la détecte et tout chez l'animal. Il y a eu quelques travaux donc chez les ânes et notamment celui-là et c'est peut-être le plus complet. Il a été publié donc en 2020 et l'idée c'était de faire une échelle, c'était de répertorier les comportements ou les signes de douleur chez l'âne de manière, enfin en entier, dans son comportement et cetera et aussi au niveau facial. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu 79 ânes qui ont été observés et qui arrivaient en fait en clinique pour des coliques, des douleurs orthopédiques, des douleurs dentaires ou des douleurs post-opératoires et que ces ânes-là, leur comportement, leur expression faciale a été comparé à ceux de 185 ânes, indemnes de douleur et donc là, vous voyez, en fait, il y a 20 indicateurs sur l'attitude générale de l'âne. Par exemple, quelle est l'attitude de l'âne? Est-ce qu'il est alerte ou alors, il y a différents grades jusqu'à il a une attitude déprimée, sa posture, la façon de répartir son poids, voilà, le port de tête, position des oreilles, mouvement de queue, tout ça, je vous laisserai, lire et en fait, l'idée, c'est qu'on va attribuer des scores, avec les plus petits scores, 0, qui en fait correspondent à, un comportement normal et puis plus on va monter dans les scores, plus on a sans doute le ressenti d'une douleur, voilà et donc pour cette évaluation-là, avec la vingtaine d'indicateurs, en fait, ce qui a été, observé, c'est qu'on cette échelle-là, enfin cette grille-là, elle était très, pertinente pour détecter les problèmes de colique et les problèmes de douleurs orthopédiques, plus que tout ce qui est douleurs dentaires, douleurs post-opératoires. Je vous disais qu'il y avait aussi l'évaluation des expressions faciales, donc ça, c'est fait chez plein d'espèces animales et donc on a aussi des éléments chez les ânes. L'idée, c'était de savoir, bah, quelle expression faciale on observe lorsque les ânes ressentent une douleur et donc là, vous avez aussi tout un tas d'observables qui sont listés ici avec, est-ce que l'âne a des mouvements de tête ou pas? Est-ce qu'il est plutôt immobile? Les observations des paupières, donc soit avec des ânes qui vont avoir, vous voyez cette forme d'œil en triangle, on retrouve aussi ça chez les chevaux. Parfois, on voit le blanc de l'œil visible, la sclère, ou alors au contraire les ânes qui ont tendance à avoir les yeux fermés en dehors du repos, hein. Le niveau d'attention, les naseaux, est-ce que donc là, on a un âne qui a les naseaux dilatés, ils ont une forme très, très ronde par rapport à ici où les naseaux ont une forme plutôt en goutte. La tension au niveau des lèvres, ici les lèvres qui remontent en fait, vers l'arrière, le flémène, le bâillement, la position des oreilles, par exemple ici avec un âne qui a des oreilles en arrière. Si l'âne réagit aux stimulations, notamment auditives de son environnement, les comportements de sursaut, de head shaking, de grincement de dents et de transpiration derrière les oreilles. Donc ça, c'est aussi une grille d'observables, au niveau facial pour, évaluer la douleur, donc chez les ânes et pareil, ça a montré une sensibilité particulière pour évaluer les douleurs associées aux coliques et aux douleurs, plutôt, au niveau de la tête, donc dentaires, mais il y avait aussi dans cette catégorie les problèmes au niveau des yeux, les uvéites par exemple. On arrive au terme de la webconférence. Donc, je vous ai fait ici un tour d'horizon des connaissances que l'on a actuellement chez les ânes. Encore une fois, comparativement aux chevaux, on a quand même assez peu d'articles qui ont été publiés, mais c'est possible que ce soit des choses qui se développent dans les prochaines années, notamment tout ce qui concerne les capacités cognitives, l'intelligence par exemple. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre, présence à cette webconférence.